La fermeture des bureaux de traitement et de réception des candidatures BTRC pour la députation nationale a été effective le dimanche 23 juillet 2023. La Commission électorale nationale indépendante CENI a informé que tous les 168 bureaux de réception et de traitement des candidatures à travers le territoire national seront tous inaccessibles et fermés. Quant à l'évaluation de cette opération de dépôt des candidatures à la députation nationale, le député national et président du parti politique Action commune pour la République ACR et les Intamboué, qui a qualifié d'escroquerie la position de certains opposants qui refusent d'envoyer leur candidature à la CENI en contestation du fichier électoral. Fort des informations obtenues auprès de la CENI, l'élu de la Lukunga révèle que ces opposants qui boudent le processus électoral au grand jour avaient commencé à déposer leur candidature discrètement, nuitamment. Pour le cas de la circonscription électorale de la Lukunga, ceux-là qui font semblant de ne pas postuler ont déjà commencé. Cependant, du point de vue de la CENI, l'engouement est resté faible. Dans un communiqué rendu public le 21 juillet dernier, la Commission électorale nationale indépendante va procéder du 24 au 28 juillet prochain à l'ajout, retrait et substitution de dossiers de candidats députés nationaux. Ce n'est pas tout, du 10 au 26 août prochain interviendra le dépôt et traitement de recours en contestation de dossiers de candidature à la députation nationale et le 10 septembre, la CENI va rendre publique la liste définitive des candidats députés nationaux de toutes les circonscriptions électorales de la RDC. Il y a lieu de signaler que le bureau de réception et traitement des candidatures des députés nationaux sont fermés depuis ce dimanche 23 juillet. Le président de cet organe d'appui à la démocratie avait indiqué qu'aucun autre délai ne sera accordé après cette date. Toutefois, avant la prorogation de ce jour de l'opération de dépôt et traitement de candidatures, la CENI avait noté une lenteur généralisée dans les dépôts de candidatures. Le numéro 1 de la police nationale ville-province de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, interdit aux policiers de circulation routière roulage d'arrêter les conducteurs sauf en cas d'accident. Cette mesure, restrictive du nouveau commissaire divisionnaire de la capitale, annoncé en toute conscience de la mauvaise réputation des agents de régulation et de contrôle de la circulation, est un véritable défi des autorités pour ramener l'ordre de la sécurité dans la ville de Kinshasa, régulièrement victime de nombreuses dérives. Mais nous avons senti comment la police a perdu de vitesse. Par la même occasion, le général a promis d'étudier à fond le travail des roulages qui, d'après lui, doivent essentiellement se livrer à la régulation classique de la circulation, alors que d'autres services se contenteront de vérifier les documents de bord. En dehors de cette décision, le commandant de la police a annoncé la suspension des bureaux 2 à Kinshasa. Aucun baisse, autrement dit ordre de mission, ne leur sera signé, a indiqué le général Blaise Kilimbalimba, qui a réitéré sa détermination afin de juger les cas d'embouteillage dans la capitale. La police a son commandant, et là même son commandant suprême. Et quand les services qui doivent encadrer le commandant suprême trouvent des doutes, émettent des doutes, croyez-vous que nous aurons la tâche facile, nous, la police? Tout en indiquant que d'autres mesures n'attendent que l'accord de sa hiérarchie, le général Blaise Kilimbalimba a souligné que celles-ci seront encadrées par des agents qui seront déployés sur terrain. Aussi, le chef de la police a réuni le week-end les différentes associations des chauffeurs de la ville-province de Kinshasa pour convenir avec elles de chacune de leurs prérogatives dans le cadre de nouvelles mesures. La Commission électorale nationale indépendante CENI annonce le début de l'opération de délivrance progressive des duplicata de la carte d'électeur pour le 2 août 2023. Cette démarche de la centrale électorale est conforme à l'article 27 de la loi numéro 04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en RDC qui stipule qu'après l'opération de révision du fichier électoral, les duplicata de la carte électorale sont délivrés uniquement aux antennes de la CENI situées au chef-lieu de chaque territoire et dans les villes. À en croire l'institution organisatrice des élections en RDC, la délivrance des duplicata concerne aussi bien les électeurs qui ont perdu leur carte que ceux détenteurs de cartes d'électeurs dont les écrits s'effacent au fil de jour. Pour l'électeur ayant perdu sa carte d'électeur, la procédure à suivre pour l'obtention d'un duplicata est la suivante.
Il fait attester cette perte auprès d'un officier de police judiciaire qui lui délivre un procès-verbal de perte de la carte d'électeur. Il se présente ensuite à l'antenne de la CENI du ressort de son centre d'inscription muni du dit procès-verbal. Il sera appelé à remplir un formulaire de demande duplicata. En ce qui concerne les électeurs dont les écrits sur les cartes se sont effacés ou sont devenus illisibles, ils sont priés de se présenter aux antennes de la CENI du ressort de leur centre d'inscription munis de la carte défectueuse pour se faire délivrer la carte d'électeur de remplacement. D'après les mêmes documents, la délivrance des duplicata de la carte d'électeur est gratuite au niveau des antennes de la CENI. Par ailleurs, la Commission électorale nationale indépendante attire l'attention de la population congolaise sur l'existence de réseaux de producteurs de faux duplicata de cartes d'électeurs. Elle invite les services compétents à démanteler, démasquer et décourager ces réseaux afin de soumettre leurs auteurs à la rigueur de la loi. La CENI invite les services tant publics que privés qui détiendraient de cartes d'électeurs oubliées ou abandonnées par leurs propriétaires et toute personne qui ramasserait le carte d'électeur perdu à les déposer chaque jour ouvrable de 8h à 16h, soit au siège de la CENI situé au numéro 4471 du boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe à Kinshasa, soit encore au secrétariat exécutif provincial CEP de la CENI implanté au chef-lieu de chaque province ou à l'antenne de la CENI de chaque territoire ou ville. La question des violences basées sur le genre préoccupe énormément les différents acteurs impliqués dans ce domaine. C'est à cet effet que les animateurs de centres intégrés des services multisectoriels de la ville de Kinshasa étaient autour d'une même table le lundi 24 juillet 2023. Au menu de cette réunion, le partage d'expériences dans le cadre de la mise en œuvre du projet Prévention et réponse holistique aux survivants des VGB dans les zones affectées par les conflits en RDC. Christophe Baelongadi a représenté la ministre du Genre à cette rencontre. Il a souligné l'intérêt accordé à la prise en charge holistique des victimes des VGB. Cet atelier d'échange d'expériences entre les centres intégrés des services multisectoriels a pour objectif de contribuer au renforcement des capacités des personnes impliquées dans la prise en charge holistique, d'une manière particulière de celles qui sont chargées de la prise en charge médicale, psychosociale, de l'assistance juridique et judiciaire et de la réinsertion socio-économique et l'escolarisation dans la province de Kinshasa. Pour atteindre les objectifs attendus, tous les partenaires doivent totalement s'impliquer dans la lutte. Cet appel a été lancé par Sabine Houb, la représentante du Programme des Nations Unies pour le développement à ses assises. Elle a pris la parole au nom du représentant résident du PNUD. Nous voulons leur engagement de manière à ce que nous nous assurons que l'argent que le partenaire nous a donné, le partenaire financier nous a donné, puisse produire des résultats au niveau des bénéficiaires. Ce n'est pas nous qui sommes des récipiendaires de ces ressources. Les ressources, et je voudrais saluer Koïka à ce moment, nous sommes simplement le transfert, le canal par lequel les ressources sont passées. UNFPA et le PNUD sont simplement les canaux par lesquels les ressources sont passées. Les victimes des violences basées sur le genre ont besoin d'être accompagnées sur les plans juridiques. Pour mieux s'y prendre, les acteurs ont besoin de connaître les stratégies et d'être outillés à ce propos. Jérémy Bokania est avocat et membre de la clinique juridique. Dans le cadre du programme JAD, nous accompagnons les victimes de violences sexuelles basées sur le genre. À ce sujet, nous sommes installés dans le CISM. Le CISM se trouve au sein des hôpitaux. Et ici à Kinshasa, nous avons 3 CISM. Et dans le CISM que moi je suis, c'est le CISM de Kitam. Nous accompagnons les survivants ou sinon les victimes de violences sexuelles pour permettre à ceux qui sont victimes, lorsqu'ils arrivent, qu'ils bénéficient d'un appui gratuit. C'est depuis 2014 que le Programme des Nations Unies pour le développement et le Fonds des Nations Unies pour la population, ainsi que les autres partenaires, sont impliqués dans le programme de lutte contre l'impunité, de soutien aux survivantes des violences basées sur les genres et l'autonomisation des femmes. Assumer la charge de gouverneur de province en RDC n'est apparemment pas un exercice aussi facile qu'on l'imagine.
La liste des gouverneurs déchus, destitués et suspendus depuis ne cesse de s'allonger avec, comme très commun, désaveu des assemblées provinciales. Le dernier cas en date remonte à lundi 24 juillet à Mbujimayi, au Kassa oriental, où l'Assemblée provinciale, au cours d'une plénière convoquée par le bureau, a procédé au vote d'une motion de déchéance du gouverneur de province, Kabeya Machi Abidi, qui est tombée par la volonté de 17 députés qui ont voté oui sur un quorum de 19 siégeants. Cette sanction du chef de l'exécutif provincial du Kassa oriental répond plus à l'action de l'inspection générale de finances IGF, qui a effectué un audit sur la mégestion dénoncée du gouverneur Kabeya, sommé de justifier près de 6 millions de dollars décaissés pour la province par le gouvernement central. Étant donné que le gouverneur peinait à mettre de l'ordre dans les comptes, l'IGF a donc empêché le virement d'autres fonds évalués à 1 500 000 dollars alloués au Kassa oriental depuis le 20 juillet dernier et destinés à l'achat de 15 tracteurs agricoles. Cette interdiction de l'IGF a mis le feu aux poudres pour susciter dans l'opinion le rejet, le désaveu du gouverneur Kabeya Machi Abidi qui a payé par une décision assez cavalière puisqu'il était absent de la plénière. Pour le cas du Haut-Katanga, une fois de plus, la mauvaise gouvernance est au pilori de la justice qui a interpellé le gouverneur de cette province minière au parquet général près la cour de cassation de Kinshasa où Jacques Kiabula Katwe a été entendu à 2 reprises pour plusieurs dossiers dont le plus important, la présumée fuite du ministre provincial de l'Intérieur, Eric Mouta, après la plainte lui adressée par la société Maj Logistic Limited. Plainte se rapportant au détournement du contenu de 3 camions de cathodes de cuivre qui appartiennent à la multinationale Tenke Fungurume Mining TFM-Ansi. Ce qui est reproché au gouverneur Jacques Kiabula, c'est d'avoir autorisé son ministre de l'Intérieur a quitté le pays pour quelque part échapper à la justice, mais pour très peu de temps, puisque ce dernier est revenu tomber dans les mains de la même justice qu'il a verbalisé pour rassembler tous les faits graves liés à cette affaire de vol de 3 camions de cathodes de cuivre de Tenke Fungurume Mining, chiffrés à plusieurs millions de dollars de matière. La roue a tourné ou tourne encore pour ces 2 chefs de province, réputés mauvais gestionnaires du personnel qui accusent de nombreux arrêts de salaire et se livrent à des excès que la justice rattrape aujourd'hui. Affaire à suivre. Mardi 25 juillet, la nouvelle était tombée tel un couperet. Le député national Jean-Marc Aboun sort de la prison de Makala après quasiment une année de détention à la prison centrale, alors que c'était une fausse alerte. L'ancien premier président de l'Assemblée nationale est poursuivi pour des propos compromettants sur les institutions du pays et du chef de l'État. Cependant, l'initiateur du parti politique Alliance pour le changement n'a finalement pas quitté les geôles de Makala, comme l'a confirmé son parti politique, dont certains étaient en liesse après avoir appris la nouvelle. À en croire Ghislain Mouandji, Jean-Marc Aboun va quitter la prison de Makala, évoquant tout de même les dilatoires qui traînent encore. Selon une source au sein de la prison centrale, Jean-Marc Aboun devra encore attendre que l'administration pénitentiaire reçoive certaines autorisations, notamment du président de la République, avant sa sortie de prison. Furieux de ne pas quitter la prison à défaut de procédures administratives, le porte-parole de l'Alliance pour le changement est monté au créneau et attend lancer des mouvements de pression pour exiger la sortie de leur leader en détention. Il n'y a que la RDC qui soit en mesure de livrer de telles proportions effarantes et quasi extraordinaires en termes de quotas prévus et de ressources humaines éligibles pour les différents scrutins à venir des élections générales. En attendant que l'on calcule combien de candidatures seront enregistrées pour la présidentielle, le rapport de la Commission électorale nationale indépendante CENI fait état de 20 000 candidatures qui ont été déposées aux différents bureaux de réception et de traitement des candidatures pour la députation nationale. 20 000 à multiplier fois 1 000 $ américains, la cagnotte explose et on imagine combien de fonds recotés par la CENI rien qu'avec cette opération de dépôt des candidatures qui démontre la mesure de l'appétit au pouvoir des Congolais à gagner la députation nationale, soit 400 pour chaque poste de député des 500 à pourvoir seulement pour 20 000 adversaires pendant la campagne. C'est presque scandaleux lorsqu'on évalue cette affluence de 20 000 personnes pour 500 sièges. À la députation nationale, il est prévu 780 avec 64 cooptés dans les chefferies contre 104 pour les sénatoriales. On se demande encore combien la CENI va-t-elle enregistrer d'ici là. Par contre, au municipal, quant aux 2363 sièges prévus par la CENI pour les conseillers municipaux, on retient qu'il faudra élire 163 conseillers municipaux pour le Haut-Katanga, 256 conseillers pour la ville de Kinshasa, 107 conseillers pour le Kwilu, 67 pour l'Équateur,
105 pour le Mai-Ndombe, 168 pour le Nord Kivu et 77 pour le Sud Kivu, 56 pour le Haut-Lomami et le Tanganyika. La Tchopo, qui a le taux le plus bas de la République, elle, n'aura besoin que de 49 conseillers municipaux. L'importance des élections locales résulte qu'elles sont celles qui déterminent le contrôle des communautés de base, c'est-à-dire la population proprement dite, le véritable berceau de la démocratie. Les 2500 nouveaux magistrats ont pris d'assaut le campus de l'Université protestante du Congo, en sigle UPC, situé dans la commune de Lingwala. Ils constituent la promotion baptisée État de droit. Ces magistrats civils et militaires apprennent entre autres comment fonctionnent les instances judiciaires, comment un magistrat doit se comporter dans le prétoire, son éthique et sa déontologie. Cette formation est dispensée par le membre du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, des professeurs d'université et autres personnalités qualifiées retenues par le Conseil supérieur de la magistrature. Télésphore Ndouba Kilima est secrétaire permanent du CSM. Il a effectué la ronde des différents auditoires en vue de palper du doigt le déroulement de ses enseignements. Il s'est félicité de cette étape franchie. Et nous-mêmes, d'ailleurs, les organisateurs, nous sommes contents du fait qu'on a commencé un long processus qui a commencé par le recrutement, le concours, la publication des listes, l'ordonnance d'excellence, Monsieur le Président de la République, le lancement de la formation aujourd'hui. On est heureux que la formation a commencé. C'est la formation, c'est vrai, mais c'est le début d'une carrière de magistrat. Ils ont commencé les 12 mois de stage par cette formation qui va se clôturer 3 mois après. Et puis après, ils vont continuer le stage dans des parquets. Ces hommes et femmes sont certes juristes de formation, ils ont emmagasiné beaucoup de théories mais très peu de pratiques. Grâce à ces enseignements, ils vont au contact de la réalité judiciaire telle que c'est présente sur terrain. Ils sont contents d'avoir atteint cette étape. Nous avons entendu depuis plus de 6 mois l'ordonnance, mais bel et bien l'ordonnance a été publiée, a été plutôt rendue publique et maintenant nous voyons la réalisation de tout ce qui a été promis. Nous avons commencé la formation. Mes impressions par rapport à la formation, j'admire parce que nous sommes en train de renforcer d'abord nos capacités. Pourquoi? Parce qu'avant, nous avions appris plus la théorie, bien que nous avons effectué des stages dans certaines juridictions, parquets ou sièges, mais ces formations nous permettent de renforcer notre capacité. Parmi ces 2500 candidats, il y en a qui étaient avocats avant de venir dans la magistrature. Une formation comme celle-ci est très bénéfique pour eux. Ça leur permet de mieux appréhender cette nouvelle carrière qu'ils embrassent. Nous autres, nous venons d'un autre corps qu'on appelle le corps d'avocats. Maintenant, par la suite, nous sommes devenus aujourd'hui magistrats et ce qu'ils sont en train de nous enseigner, ce sont des choses purement techniques qui étaient aussi interne et caché dans le corps de la magistrature. Après ces 3 mois de formation, ces nouvelles recrues vont aller en stage pendant 9 mois, ce qui leur fera 12 mois d'apprentissage. Étant baptisés État de droit, les justiciables fondent l'espoir que la présence de ces nouveaux magistrats changera le visage de la justice congolaise longtemps ternie. Les 9e Jeux de la francophonie vont se dérouler à Kinshasa pendant 10 jours. Durant cette période, la capitale de la République démocratique du Congo deviendra en même temps la capitale francophone. En dépit du désistement de certaines délégations, il y en a qui font le déplacement de Kinshasa pour participer à cette grande fête francophone. Le directeur du Comité national de Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja, ne cache pas sa joie de recevoir ces délégations dans le plus grand pays francophone du monde. Aujourd'hui, je vous annonce qu'il y a plusieurs délégations qui sont arrivées, les Français, les Marocains, les Libanais, plusieurs autres délégations sont arrivées. Presque l'essentiel de délégations, parce que nous avons déjà ouvert officiellement les villages de jeux. L'essentiel d'athlètes sont déjà arrivés ici à Kinshasa. Je pense que le dernier à intégrer la cité universitaire, ça serait bien évidemment la délégation congolaise. Le gouvernement, par le biais du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a tenu à rassurer la population que les services de sécurité sont sur le qui-vive pour sécuriser les sites, les athlètes, les personnes et leurs biens lors de cet événement. Les autorités veulent de jeu sans incident majeur. Ma présence ici, c'est pour rassurer au public congolais
que les conditions sécuritaires seront bonnes. La communauté de renseignement, les services de sécurité et de défense se sont réunis ces derniers jours. Nous avons mis en place un plan de sécurisation des Jeux de la francophonie et le chef de l'État a recommandé l'incident zéro. Ça veut dire, du début à la fin des Jeux de la francophonie, le chef a instruit pour qu'il n'y ait aucun dérapage. À noter que le 9e jeu de la francophonie ne connaîtra pas la présence de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, qui n'a pas reçu l'invitation à en croire son porte-parole. Après des travaux de dur labeur, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, va dans quelques heures vibrer au rythme du 9e jet de la francophonie. Au cours d'une conférence de presse d'avant la cérémonie d'ouverture, les organisateurs ont devant un parterre de journalistes nationaux et étrangers, démontré par les billets de l'administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie que ce jeu incarne la diversité culturelle qui est un trait d'union entre les nations qui partagent le français comme meilleure langue. Caroline Saint-Hilaire a affirmé que la secrétaire générale de l'OIF ne fera pas le déplacement de Kinshasa pour assister à la cérémonie d'ouverture. Elle a souhaité pour sa part que ce jeu soit un nouveau départ pour la RDC. Effectivement, je confirme que la secrétaire générale ne sera pas présente pour la cérémonie d'ouverture de ces 9e Jeux. Et c'est la raison pour laquelle c'est moi qui se retrouve devant vous. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors c'est moi qui fera office d'ouverture pour la cérémonie des Jeux. Il a été déjà, je pense que vous le savez, la secrétaire générale s'attendait à recevoir une invitation qui n'est pas venue et elle a jugé à propos de ne pas mettre de la lumière sur sa présence aux Jeux, à l'ouverture des Jeux de la francophonie. Et comme le disait si justement le ministre de la Communication, les Jeux de la francophonie sont là pour mettre en valeur la jeunesse francophone et c'est ce qu'elle souhaitait, qu'on parle de la jeunesse francophone. Déjà sur place à Kinshasa, les délégués des différents pays ont salué la détermination de la République démocratique du Congo manifestée pour l'organisation de ces Jeux. Une occasion pour Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, de saluer l'implication quotidienne du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour avoir rendu un rêve d'hier une réalité d'aujourd'hui. Nous disposons des infrastructures qui nous permettront non seulement de mieux nous apprêter, mais aussi d'attirer les uns les autres. Et donc je pense qu'à travers le sport, la culture, la langue, nous donnons une vue à nos jeunes, parce que les enfants d'aujourd'hui vont tous se souvenir qu'on a accueilli les Jeux de la francophonie. Et ils voudront savoir la francophonie c'est quoi. La francophonie renverra aux Français et vous verrez tout de suite les choses, comment elles se feront d'elles-mêmes comprendre, parce que pour nous, la langue française, c'est la langue des études, mais c'est aussi la langue qui nous permet de nous connecter vers le monde et je suis sûr que les jeunes Congolais trouveront leur place. L'organisation de ce jeu à Kinshasa reste un événement particulier après celui de 1974 où les Congolais, alors zaïrois à l'époque, assistaient au combat mythique entre Mohamed Ali et Georges Foreman. Et les Congolais sont invités à participer activement à la cérémonie d'ouverture prévue le 28 juillet 2023 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Après des travaux de dur labeur, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, va dans quelques heures vibrer au rythme du 9e jet de la francophonie. Au cours d'une conférence de presse d'avant la cérémonie d'ouverture, les organisateurs ont devant un parterre de journalistes nationaux et étrangers, démontré par les billets de l'administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie, que ce jeu incarne la diversité culturelle qui est un trait d'union entre les nations qui partagent le français comme meilleure langue. Caroline Saint-Hilaire a affirmé que la secrétaire générale de l'OIF ne fera pas le déplacement de Kinshasa pour assister à la cérémonie d'ouverture. Elle a souhaité pour sa part que ce jeu soit un nouveau départ pour la RDC. Effectivement, je confirme que la secrétaire générale ne sera pas présente pour la cérémonie d'ouverture de ces 9e Jeux.
Et c'est la raison pour laquelle c'est moi qui se retrouve devant vous. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors c'est moi qui fera office d'ouverture pour la cérémonie des Jeux. Il a été déjà, je pense que vous le savez, la secrétaire générale s'attendait à recevoir une invitation qui n'est pas venue et elle a jugé à propos de ne pas mettre de la lumière sur sa présence aux Jeux, à l'ouverture des Jeux de la francophonie. Et comme le disait si justement le ministre de la Communication, les Jeux de la francophonie sont là pour mettre en valeur la jeunesse francophone et c'est ce qu'elle souhaitait, qu'on parle de la jeunesse francophone. Déjà sur place à Kinshasa, les délégués des différents pays ont salué la détermination de la République démocratique du Congo manifestée pour l'organisation de ces Jeux. Une occasion pour Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, de saluer l'implication quotidienne du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour avoir rendu un rêve d'hier une réalité d'aujourd'hui. Nous disposons des infrastructures qui nous permettront non seulement de mieux nous apprêter, mais aussi d'attirer les uns les autres. Et donc je pense qu'à travers le sport, la culture, la langue, nous donnons une vue à nos jeunes, parce que les enfants d'aujourd'hui vont tous se souvenir qu'on a accueilli les Jeux de la francophonie. Et ils voudront savoir la francophonie c'est quoi. La francophonie renverra aux Français et vous verrez tout de suite les choses, comment elles se feront d'elles-mêmes comprendre, parce que pour nous, la langue française, c'est la langue des études, mais c'est aussi la langue qui nous permet de nous connecter vers le monde et je suis sûr que les jeunes Congolais trouveront leur place. L'organisation de ce jeu à Kinshasa reste un événement particulier après celui de 1974 où les Congolais, alors zaïrois à l'époque, assistaient au combat mythique entre Mohamed Ali et Georges Foreman. Et les Congolais sont invités à participer activement à la cérémonie d'ouverture prévue le 28 juillet 2023 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Le DG de la SNEL SA, Fabrice Lusinde, a effectué une visite d'inspection de tous les compartiments du complexe du site d'Inga pour apprécier en général le travail fait par les consultants de cette entreprise. Il a visité en premier les travaux qui s'effectuent à Inga 2 dans le départ du réseau à cause des grandes perturbations à Kinshasa. L'ingénieur de General Electric Alexandre Zapata, qui travaille sur la levée de toutes les réserves, confirme la reprise de la machine en fonctionnement des croisières d'ici 24 heures. Fabrice Lusinde, quant à lui, n'a qu'une chose en tête, la délicate obligation pendant le déroulement des 9e Jeux de la francophonie est très satisfait. Il était important par rapport aux engagements du gouvernement, du président de la République, de s'assurer que sur le volet électricité, nous serons au rendez-vous et nous allons répondre aux préoccupations. Les agents de Inga ont travaillé d'arrache-pied ces 10 derniers jours pour s'assurer que tous les groupes sont en ordre de marche pour que nous puissions valablement, raisonnablement, pendant les 10-15 prochains jours, assurer une stabilité de la desserte dans la ville de Kinshasa, mais partout ailleurs. Le DG de la SNEL, Fabrice Lusinde Walusangi, est rentré sur toutes les voies soigneuses des groupes pour retrouver les techniciens de Inga 2 qui étaient en plein travail au centre de conversation, sans oublier les dragues. Le DG de la SNEL SA a pris toutes les informations et les problèmes rencontrés seront abordés selon l'ordre de priorité et en fonction des moyens disponibles, puis s'en est suivi des échanges avec des représentants locaux, des travailleurs, des chefs coutumiers et autres avec promesse de rencontrer leurs desiderata. En marge de 9e Jeux de la francophonie qui débute ce vendredi 28 juillet à Kinshasa, la police nationale a reçu l'ordre de veiller à la sécurité, les embouteillages et la salubrité dans la ville de Kinshasa, ainsi que libérer les carrefours envahis par les commerçants. C'est dans ces cadres que tôt ce jeudi 27 juillet 2023, le marché de l'UPN a connu une ambiance particulière. Toutes les tables des vendeurs ont été brûlées afin que les alentours soient aérés pour faciliter la circulation de personnes et des véhicules. Les vendeurs, eux, ne voient pas les choses sous le même angle et se sont plaints car, pour la plupart, ils n'ont pas été informés. Ezo sala pasi ya komona ke na Congo
bazora décision précoce. Décision précoce dans le sens que... Nous sommes déçus de voir qu'au Congo, les décisions sont précoces. C'est bien de lutter contre l'insalubrité, mais il faut le faire de la bonne manière. Par exemple, avertir et prévoir un autre endroit pour replacer les commerçants, mais pas dans ces désordres. Dans la réalité, baza na raison parce que ezara likolo a chaussé batu batekaka na wenze. Bien sûr, maintenant bolingo longola batu po bazoteka likolo ya prince. Bolukela bango esika mususu obokotia bango. Hier, tout s'est bien passé. Curieusement, à 6 heures, aujourd'hui, nous avions trouvé plusieurs policiers au marché, brûlant nos tables qui nous servent d'étalage. Nous apprenons que c'est pour la francophonie. Mais il y a un mois seulement, un incendie s'était déclaré ici et nous avions tout perdu. Nous nous sommes endettés et d'autres par contre ont fait le prêt auprès des Finca pour se relancer. Mais hélas, comment allons-nous faire face à tout ceci? Surtout à l'approche de la rentrée scolaire. Où irons-nous? Ont-ils réservé un autre endroit pour nous? Les autorités congolaises. Moi, je me demande comment nos autorités nous font souffrir de la sorte pour faire plaisir aux étrangers qui viendront, afin de faire croire que les Congolais vivent bien et sont mieux. Les gens vivent très bien. Les vendeurs et vendeuses de ces marchés ne savent à quel sens c'est voué. Il n'y aura pas de marche pour les CIDE le 29 juillet 2023 comme initialement prévu. Seul le meeting du parti cher à l'opposant Martin Fayulu Madidi aura lieu à cette date. Tel est le compromis trouvé entre l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa et une délégation du parti SID conduite par son secrétaire général Devos Kitoko le mercredi 26 juillet au cabinet du gouverneur Gentini Ngobila. Les échanges entre les deux partis au bout des discussions ont convenu de reporter la marche Sine-Die pour ne maintenir que le meeting au terrain Bouddha dans la commune de Njili, dans la périphérie est de Kinshasa. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Gracien Tsakala, a indiqué que le gouvernement provincial de Kinshasa a jugé bon de ne pas autoriser cette marche qui coïncide avec, en premier, le jour de l'ouverture des 9e Jeux de la francophonie dans la capitale et ensuite, compte tenu de l'itinéraire envisagé par l'ECD qui est considéré comme une zone neutre. L'autorité urbaine a toutefois rassuré l'opposition de l'encadrement des militants de l'ECD par la police. Aussi, les partisans de Martin Fayulu ont été invités au strict respect de la fan zone francophone érigée au terrain Sainte-Thérèse de Njili. L'Alliance et Action pour l'État de droit AE en sigle, regroupement électoral de plusieurs grands partis politiques congolais, alliés dans l'union sacrée de la nation, demeure solidaire et déterminé à obtenir un second mandat au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, non seulement parce qu'il est leur unique candidat à la prochaine présidentielle, mais aussi parce que ses actions et sa vision pour la nation correspondent aux espoirs tant attendus. Ainsi, ces leaders ont réitéré au cours d'une matinée politique au CEPAS, à Gombe, le mercredi 26 juillet 2023, leur soutien aux multiples efforts engagés par le chef de l'État pour réorganiser et relancer tous les secteurs vitaux de la RDC. Cela via Madame la professeure d'université autorité morale du parti UPA, Union populaire africaine, conseillère spéciale et administrative générale du bureau politique de regroupement, Marie Nyangendabo. Nous réitérons notre soutien total et indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo, dont les chefs de l'État et les commandants suprêmes qui ne cessent de déployer d'énormes efforts et sacrifices pour défendre à tout prix l'intégrité et restaurer la paix sur tous les territoires de notre cher et beau pays. Pour plus d'efficience à leur visée politique et stratégique, les leaders du regroupement AE, tout en félicitant le travail de la CENI, ont statué sur le seuil électoral exigé par la centrale électorale qu'ils ont atteint avec succès en alignant pour les 4 districts de la ville de Kinshasa 56 candidatures afin de ratisser large en vue d'une victoire certaine législative en attendant les autres scrutins. La clôture en ces jours de la réception des candidatures des députés nationaux et l'annonce de celle des députés provinciaux ainsi que des élus locaux en est une parfaite illustration. Comme tout notre peuple l'a souhaité à travers les résultats massifs de l'enrôlement des électeurs, ces élections vont être organisées dans le respect des principes démocratiques. Une chose est évidente,
Le regroupement électoral de l'Union sacrée de la Nation AE, Alliance et Action pour l'État de droit, avec la trempe des leaders politiques qui le constituent, est dans la droite ligne d'une victoire certaine avec comme assurance principale la réélection de Félix Tshisekedi et une solide majorité à tous les niveaux. Comme l'indique la dite correspondance, c'est pour diffamation, imputation dommageable et atteinte à la liberté garantie aux particuliers que cette plainte a été déposée. Les avocats de l'autorité urbaine de la capitale congolaise, Jean-Tini Ngobila, affirment qu'en date du 31 mai 2022, Godin Mpoyi avait adressé une correspondance au gouverneur Jean-Tini Ngobila, correspondance à travers laquelle il lui reprochait méchamment d'être qualifié comme auteur d'une gestion opaque de la ville de Kinshasa. Pour les avocats de Jean-Tini Ngobila, ces propos étaient tenus dans l'intention de nuire non seulement à sa dignité, mais surtout ternir son image et sa réputation. Jusque-là, les faits en restent là, bien que cela soit assez étonnant pour des collaborateurs qui semblaient très bien s'entendre. Tout le monde s'étonne que ces deux personnalités en viennent à vouloir régler leurs différends, du reste mal connus sur la place publique. Une certaine opinion prétend que la dernière déchéance du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa avait été manœuvrée par Jean-Tini Ngobila en personne, qui n'était pas d'accord avec la position soudaine de Godin Mpoyi qui critiquait sa gestion de la ville. C'est depuis plusieurs semaines que les torchons brûlent entre le gouverneur de la ville et l'ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui vient seulement d'être réhabilité dans ses fonctions par un arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa. Les victimes de la barbarie des rebelles du M23 ont décidé de passer à la vitesse supérieure pour faire entendre leur voix à tous les niveaux. Ils pensent obtenir de la justice congolaise et surtout de la justice internationale des sanctions fortes envers les éléments de ce mouvement rebelle qui est soutenu par le Rwanda. Selon l'avocat du collectif des victimes, Maître Jean-Claude Mwamba, plus de 1000 personnes ont été massacrées par les rebelles du M23 dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Ce juriste espère obtenir gain de cause pour soulager les victimes. Nous sommes venus introduire la plainte contre les responsables du mouvement du 23 mars qui sont en train de commettre des exécutions dans les zones qu'ils occupent. Et nous avons trouvé que c'est mieux qu'il y ait des pièces de procédure contre eux, étant donné qu'ils servent des béquilles ou des ponts au Rwanda pour nous agresser. Nous voulons que les victimes puissent être rétablies dans leurs droits. Neema Serutoke est une victime. Elle vivait dans le village de Kabaya avant son déplacement à cause de la guerre. La jeune fille de 20 ans dit avoir vu sa grand-mère être violée 6 fois par des hommes armés. Après la plainte déposée, elle espère voir la justice sanctionner sévèrement les éléments de M23 pour mettre fin à l'impunité et surtout à ces violences dont les populations de l'Est sont victimes depuis plusieurs années. Demandons à la justice vraiment de faire leur travail parce que si ça passe inaperçu, ils vont continuer quand même de violer les femmes, de tuer. Mais si la justice fait son travail, la justice va décourager ces actes ignobles que font les éléments du M23. L'autre victime, c'est Victoire Akizimana, habitant de Kichanga, une autre cité du territoire de Masisi, tombé sous les rebelles du M23. Il dénonce plusieurs abus dans sa zone et appelle à la justice. 5 membres de sa famille biologique ont été tués. Nous en avons déjà 5 de notre famille qui ont perdu leur vie. Tués par l'M23, soutenus par l'armée rwandaise. Vous trouverez que c'est des catastrophes, raison pour laquelle nous voulons que la justice fasse son travail en identifiant tous ces criminels qui participent, direct ou indirect, pour qu'un jour qu'ils soient soumis à la justice. La société civile du Nord Kivu, le Barza intercommunautaire, des mouvements citoyens et groupes de pression projettent une messe de requiem ce jeudi 27 juillet 2023 dans la ville de Goma, suivie d'un deuil collectif en mémoire des victimes de la guerre dans la province. Aujourd'hui, le peuple congolais et moi-même sommes fiers et heureux d'accueillir les francophones venus des 4 coins du monde pour célébrer l'amitié, la solidarité et la complémentarité entre les peuples dans la diversité culturelle.
Pour nous, Congolais, cette 9e édition des Jeux de francophonie est pleine de symboles forts. D'abord, ces Jeux représentent le symbole pour les Congolais et les Congolaises de la réalité, de la vitalité de la famille francophone universelle. À travers ces Jeux, mes compatriotes, de même que les francophones dans leur acceptation la plus large, peuvent palper cette réalité et ainsi renforcer leur participation active à la vie francophone. Symbole fort ensuite de notre vouloir vivre collectif et de notre détermination partagée de le léguer aux générations futures pour pérenniser l'œuvre prophétique des pères fondateurs de la francophonie. J'ai cité Léopold Sédar Senghor, ancien président de la République du Sénégal, Diori Amani, ancien président du Niger, Habib Bourguiba, ancien président de la Tunisie, et le prince Norodom Sihanouk, ancien président du Cambodge, tous visionnaires émérites à qui nous ne cesserons jamais de rendre un vibrant hommage. En effet, il n'y a pas meilleure assurance vie pour la francophonie que l'implication de la jeunesse que nous avons le devoir de préparer à la reprise et à l'entretien du flambeau allumé non seulement par l'usage châtié de la langue française, mais aussi par les interactions multiples, notamment dans les activités sportives et culturelles, vecteurs de l'amitié entre les peuples, ainsi que des valeurs cardinales de la francophonie, dont la démocratie, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, l'égalité entre hommes et femmes, la diversité culturelle et la solidarité. Ces 9e Jeux sont aussi un symbole fort en ce qu'ils représentent la solidarité des francophones avec les Congolais victimes d'une agression injuste à l'est de notre pays et du pillage massif de nos richesses naturelles par des groupes armés et terroristes de tous bords avec l'appui de certains pays voisins.